BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est bientôt midi 20 sur BFM Business. Denis Père est avec nous. Bonjour Denis Père. Oui, bonjour Guillaume Paul. On ne présente plus évidemment, candidat déclaré à la primaire des Républicains qui aura lieu dans quelques semaines. Et puis entrepreneur qu'on ne présente plus, on rappelle vos faits d'armes. 2 acteurs mondiaux que vous avez créés dans votre catégorie. Business Object. Et puis Kiala dans les services logistiques. Nature and People First, vous êtes dans le stockage d'énergie renouvelable aujourd'hui. Absolument, oui. Ouais. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce sujet. Ouais. On est en train de finaliser un premier projet en Martinique qui va être une première française, une première mondiale probablement aussi avec mon partenaire Meridiam. On va créer beaucoup d'emplois industriels en France. On va se servir de l'hydroélectricité, de l'eau en circuit fermé pour stocker de l'énergie plutôt que de le faire avec du diesel ou des batteries chinoises. Bon, beau projet. Alors, beau projet aussi de vouloir être candidat des Républicains à l'élection présidentielle. Vous détonnez, vous êtes un chef d'entreprise. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un chef d'entreprise peut être celui qui peut renverser la table dans ce casting de la primaire républicaine où on retrouve des poids lourds du système finalement, des figures installées? Mais moi j'y suis allé parce que les Républicains étaient le mouvement qui avait le plus repris les idées de nous citoyens que j'avais lancé en 2013-2014 avec un programme de rupture très ambitieux de François Fillon qui était parti à 10% au début de la primaire, qui avait fini la primaire à 66%, qui avait battu tous ses grands concurrents, Sarkozy, Juppé. Et là cette année j'ai constaté que finalement personne au sein de la primaire qui est devenue le Congrès allait porter véritablement un programme de rupture et de réforme ambitieux du pays, avec une vraie réforme de l'État qui pour moi est la mère de toutes les réformes. Si on ne fait pas cette réforme, on ne remettra pas le pays sur les rails. Parce que de ce point de vue-là, effectivement, vous vous inscrivez dans les pas d'un François Fillon. Vous dites que c'est un créneau qui a été un peu déserté par le retrait de certaines candidatures dans le cadre de cette primaire, par le Bruno Retailleau notamment. Absolument. On est toujours sur le même créneau pour vous finalement. L'État doit maigrir. On assiste. L'État doit se réinventer. L'État doit se réinventer. On doit refonder l'État pour nos enfants. Moi, j'y vais aussi pour nos enfants, pour mes 4 enfants, pour les enfants de France, pour pas leur laisser un pays déclassé. J'y vais aussi pour les plus modestes qui aujourd'hui souffrent le plus de ce système. C'est les plus modestes qui souffrent. Regardez l'éducation, par exemple. Les résultats de l'éducation sont catastrophiques, malgré la qualité des enseignants et du personnel de l'administration en général. C'est pas le problème. Le problème, c'est la gouvernance, c'est la façon dont ils sont dirigés. Dans l'éducation, on est dans les derniers des classements internationaux, on est les derniers de PISA, on est les derniers de Teams, on est derrière l'Albanie, qui est un pays très pauvre, qui sort de 50 ans de communisme extrêmement dur, avec beaucoup moins de moyens. Donc l'éducation s'effondre et c'est les plus modestes qui trinquent, parce que c'est le système le plus injuste des pays développés. Vous dites, voilà, on doit sortir de 40 ans d'étatisme responsable de tous les maux. Alors c'est un discours qui a trouvé une résonance, parce que vous le dites vous-même, François Fillon a fait avec ce programme 19% des voix au premier tour de l'élection présidentielle 2017, mais aujourd'hui, à une époque où, en cette sortie de crise, on est peut-être plus en demande paradoxalement d'un État protecteur, d'un État qui est présent. Est-ce que vous ne dites pas on est un peu à rebrousse-poil de l'air du temps finalement? Alors, aujourd'hui, on est précisément... Mais dans quel contexte on est aujourd'hui Le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on voit s'effondrer devant nous ce modèle de gouvernance français, effectivement. Regardez, l'État qui est obligé en urgence de sortir 100 € pour éviter une révolte sociale, parce que le pouvoir d'achat est écrasé par cet État obèse, hors de prix. Quand on paye 2 000 € net par mois à un salarié français, pour reprendre l'exemple de Jean Castex, le coût pour l'entreprise, c'est 3 500 €, 1 500 € de charge. Vous habiteriez en Espagne, aux Pays-Bas ou en Allemagne, vous auriez net dans la poche tous les mois entre 500 et 1 000 € de plus par mois. Vous n'auriez pas besoin que l'État vole à votre secours, au secours de 38 millions de Français, pour leur verser 100 € pour les aider. On est devenu un pays terriblement pauvre. En 1975, quand j'étais jeune, on était le 5e pays du monde en création de richesse par habitant. Aujourd'hui, on a dégringolé à la 26e place. Et entre-temps, la population de fonctionnaires a augmenté 2 fois plus vite que la population française. Vous avez des chiffres? Allez-y. Non, l'État est juste devenu... On a aujourd'hui l'État le plus coûteux au monde. On prélève 140 milliards d'euros de plus que la moyenne européenne, 2 fois et demi le budget de l'éducation nationale, pour faire moins bien que nos compétiteurs. Et ce sont justement 140 milliards d'euros d'économies que vous voulez prélever. Voilà, absolument. 145 milliards d'euros, dont 87 milliards sur les dépenses sociales. Oui, absolument. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut diminuer les prestations sociales. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut y aller à la serpe? Non, pas comme ça que ça peut être... Pas du tout. D'abord, voilà. 145 milliards, c'est juste 11% de la dépense publique française. Une société, une entreprise qui est au bord du dépôt de bilan... C'est quand même 11% en même temps. Oui, mais une entreprise qui est au bord du dépôt de bilan, ce qui est le cas de l'État français aujourd'hui, va trouver immédiatement ces 11% et souvent beaucoup plus. Aujourd'hui, moi, ce que je préconise, comment j'ai fait mon travail? Je suis allé voir les meilleurs think tanks français. Je leur ai dit, il faut qu'on redevienne un pays normal. Il faut qu'on arrête de prélever 140 milliards d'euros de plus que les voisins, c'est pas normal. 6 points de PIB de plus. Il faut qu'on arrête de devoir s'endetter chaque année de l'ordre de 80 milliards, 3 points de PIB,
PIB pour juste boucler la paye des fonctionnaires. Donc 140 plus 80, ça fait 220. Comment on trouve 220 milliards? Les cycles on dit, attendez, 220 milliards en 5 ans, c'est pas possible. 145, on peut y arriver. Comment est-ce qu'on fait? On va d'abord chercher des économies dans les services administratifs centraux ultra pléthoriques des administrations. C'est là qu'il y a des réserves de productivité. Regardez par exemple dans la santé, on en a beaucoup parlé pendant la période de Covid, on a sorti les chiffres. 35% du personnel de notre système de santé hospitalier français ne voit jamais un malade, un patient. En Europe, la moyenne c'est 24%. C'est 11 points de différence, c'est 20 milliards d'euros d'économie. C'est tout de suite 20 milliards. C'est presque autant que la fameuse réforme des retraites dont on parle depuis si longtemps et qu'on n'a jamais fait, la réforme paramétrique, que je recommande d'ailleurs, où on passerait à 65 ans pour 44 ans de cotisation. Ça, c'est 30 milliards. Rien que les sureffectifs dans le système hospitalier français, c'est 20 milliards d'euros. Et vous avez cette situation dans toutes les grandes administrations. Dans l'éducation, c'est encore pire. Et vous avez ça aussi dans la police. Partout, vous avez ces sureffectifs. Au-delà de ce que vous dites, bon, on a eu une velléité de réforme territoriale il y a quelques années, il faut y aller plus loin finalement. Bien sûr, il faut bien sûr. Alors ça veut dire quoi aller plus loin pour vous aujourd'hui? Il faut bien sûr fusionner les régions et les départements pour en finir. Carrément, région et département pour vous. Bien sûr, et faire probablement ce que propose David Lisnard, qui est la province, c'est-à-dire c'est un peu plus grand qu'un département. Nos régions aujourd'hui sont beaucoup trop grandes, donc probablement effectivement avoir des provinces. Donc des poches d'économie, il y en a beaucoup, et ça ne sera pas un drame social. Alors ok, donc je vous suis. Donc 145 milliards d'euros d'économie sur 5 ans, pour faire quoi? Pour les réattribuer où ces 145 milliards? Parce que donc, voilà, c'est là qu'on parle d'avenir aussi. Bien sûr. Voilà. Donc 80 milliards qui seront des baisses d'impôts, donc 3,5 points de PIB, donc c'est pas tout à fait les 6 dont on a besoin, mais les économistes disent que l'économie va repartir grâce à ces baisses d'impôts, donc on va faire le reste du chemin grâce à la croissance de l'économie, et donc ça va diluer le poids des prélèvements, donc on sera à 6 points de PIB, on aura effacé les 6 points de PIB d'écart à la fin du quinquennat. Et où est-ce qu'on les réaffecte? Dans des baisses d'impôts massives, baisses d'impôts sur le revenu sur toutes les tranches de 30%. C'est comme une baisse d'un tiers, hein, ce que vous préconisez, hein. De quoi De la baisse d'impôt, effectivement. Oui, c'est ça. C'est un tiers sur l'impôt sur le revenu. C'est 20% sur la CSG, 10% sur le reste des charges employées. C'est une baisse de moitié, évidemment, des impôts de production pour revenir dans la moyenne européenne, redevenir un pays normal de ce point de vue-là aussi. C'est une franchise de 250 000 euros sur les successions. Donc, vous pourrez donner 250 000 euros à vos enfants sans impôt sur les successions. Avec l'espoir que tout cet argent de Nipper aille dans la consommation et l'investissement. Il ira inévitablement. Mais pourquoi? Mais regardez les chiffres aujourd'hui. Il ne va pas dans la consommation et l'investissement. Il ne va pas dans la consommation et l'investissement parce qu'aujourd'hui, on n'est pas un pays attractif. La principale raison pour laquelle, effectivement, je milite pour ces baisses de prélèvements, c'est qu'aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? J'ai parlé du pouvoir d'achat, mais l'autre conséquence dramatique, c'est que notre industrie et notre agriculture ne sont pas compétitifs. Aujourd'hui, on n'est pas attractif. L'agriculture est beaucoup trop chère. On est 45% plus cher, par exemple, dans l'agriculture que nos voisins des Pays-Bas. Donc, on perd notre souveraineté alimentaire. En 2018, pour la première fois depuis 50 ans, alors qu'on a les terres agricoles les plus importantes d'Europe, on a perdu notre souveraineté alimentaire dans toutes les filières, sauf les vins et spiritueux. Dans l'industrie, on a une industrie qui pèse que 11 points de PIB, le même niveau que la Grèce, qui est un pays de tradition agricole, alors qu'on est un immense pays de tradition industrielle. La reconquête industrielle qu'on nous vend en ce moment, vous n'y croyez pas? Mais absolument pas. Mais pourquoi? Parce que c'est pas assez? Parce qu'on se trompe d'objectif de secteur? On se trompe de quoi? Pas du tout, parce que d'abord, je ne crois pas beaucoup, très franchement, à l'État qui décide de quel secteur, de quelle filière va réussir. L'État, il amorce la pompe, non? Non, la priorité, c'est de baisser les impôts de production, les baisser de moitié, de 30 milliards, pour être dans la moyenne européenne. Et moi, ce que je propose, c'est d'aller plus loin que ça. Dans les régions qui ont été complètement dévitalisées par la désindustrialisation, ce que je propose, c'est d'inciter à l'investissement et de supprimer complètement l'impôt de production dans certaines régions, ou de moitié dans les régions un tout petit peu moins prioritaires. C'est comme ça qu'on va attirer de nouveau des investissements dans les régions. Et c'est indispensable. Bon, donc vous dites finalement tout ça, Emmanuel Macron ne l'a pas fait. On pensait que les entrepreneurs, de manière générale, avaient pour beaucoup d'entre eux voté Emmanuel Macron en 2017. Non, c'était pas votre cas déjà à l'époque. Non, c'était pas mon cas. Pourquoi? Moi, j'avais voté pour François Fillon parce que moi, j'avais dit il y a deux candidats qui sortent du déni. Il y a Macron et Fillon. Mais celui qui va le plus loin, c'est Fillon. Simplement parce que son ambition en termes de réforme de l'État était plus élevée, et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Pour arrêter d'assommer le pouvoir d'achat et pour arrêter de détruire l'industrie et l'agriculture. Et pour arrêter de laisser une dette démentielle à nos enfants, le mur de la dette qui pourrait nous tomber dessus du jour au lendemain. Donc j'avais préféré Fillon. Mais Macron, effectivement, avait un projet de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a rajouté 120 000 postes de fonctionnaires. Donc aujourd'hui, on a encore plus de fonctionnaires qu'à l'époque. Et aujourd'hui, en plus, on voit que... les ambitions à la baisse...
à cause du mouvement des Gilets jaunes, Non. à cause de la pandémie. Non. Il a C'est une arrêté. réponse, après on en pense ce qu'on veut. Hein, je vais vous répondre. Ils ont abandonné effectivement la baisse de 120 000 postes de fonctionnaires en juillet 2019, avant la pandémie, effectivement après le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Mais le mouvement des Gilets jaunes, c'était quoi? C'était une révolte fiscale. La question des premiers Gilets jaunes, c'était où va l'argent? C'était un sentiment d'abandon dans les zones rurales aussi. Exactement. Oui, mais auquel je réponds Oui. en permettant à ces zones d'être de nouveau attractives et d'attirer de nouveau les emplois industriels et d'avoir une agriculture qui est de nouveau On prospère. veut réindustrialiser les friches aujourd'hui. Vous avez vu, c'est un petit peu le discours dans l'air du temps. Oui, mais on ne va pas y arriver si on ne commence pas par baisser les impôts de production, qui est la priorité des priorités. Bon, il nous reste une minute, Denis Père. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis tout à l'heure, c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? L'Europe, elle a été terriblement naïve. Moi, je suis un Européen absolument convaincu. C'est pour évidemment, ça, on a besoin de l'Europe. pas... Mais l'Europe, elle a été un peu comme l'État français. Elle a été partout, on n'avait pas besoin d'elle, et pas du tout là, on avait besoin d'elle. Par exemple, dans mon domaine que je connais bien, la transition énergétique, qui est mon métier depuis 5 ans, l'Europe a laissé, par exemple, détruire toute la filière photovoltaïque. On avait des champions allemands, français, et face à la Chine, qui subventionnait massivement ces industries, bien au-delà de ce que théorisait l'OMC, face au dumping social et environnemental chinois, eh bien, l'Europe n'a strictement rien fait. Elle a, sur la fin, tout juste essayé de corriger avec des taxes anti-dumping, et elle n'y est pas arrivée, ils sont tous morts. Et aujourd'hui, les derniers qui restent, ils sont en compétition avec des acteurs chinois qui utilisent de la main-d'œuvre forcée ouïghour, payer un bol de riz par jour, les bonjours. Comment fait-on pour lutter contre cette compétition? J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Contrat mondial et qui propose des solutions. Donc l'Europe doit mettre en œuvre ce type de solutions. Merci beaucoup, Denis Père. Donc candidat à la primaire républicaine, juste l'échéance mardi prochain, 250 parrainages. Oui, absolument. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup.